Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les mercredis soirs en direct sur Canal Algérie. 2 thématiques ont été choisies pour cette émission. Nous parlerons Afrique, panafricanisme, développement, conflits sécuritaires et les solutions pour un développement durable du continent. Le président ougandais vient d'achever une visite en Algérie. Parmi les messages portés est celui d'affranchir le continent africain de la dépendance. Comment y arriver? On en parlera avec nos invités ce soir. L'Afrique doit pouvoir assurer ses arrières sous plusieurs plans, sécuritaires, énergétiques et alimentaires notamment. Et le lien sera tout fait pour passer à notre second plateau puisque l'Algérie a décidé de s'engager et de miser sur le secteur agricole en donnant tous les moyens pour développer la filière céréalière qui coûte cher à l'État en termes d'importation. Un événement se tiendra demain justement sur cette thématique, comment produire plus de blé dur en Algérie, et ce sera notre deuxième partie de notre émission. Mais tout d'abord, je vous présente notre premier plateau. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Monsieur Bienvenu Marie Bakoumania. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur général de l'agence congolaise de presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Nous avons également avec nous Monsieur Mehdi Boukhalfa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef à l'agence Presse Service, l'APS. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et Mohamed Achir, consultant en économie de Canal Algérie. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, je vais contextualiser votre arrivée, votre visite ici en Algérie. L'agence Algérie Presse Service et l'agence congolaise de presse, l'ACP, ont signé un accord de coopération portant sur l'échange d'informations et de contenus médiatiques. Et lors de votre passage en Algérie, vous avez annoncé que les agences de presse africaines devront donner la parole à l'Afrique aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'histoire de l'Afrique soit toujours racontée par les autres. Ben oui, on a pris conscience et je pense que la jeunesse africaine a donné le ton. Les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, l'Afrique doit se prendre en charge et nous avons également écouté cette voix de la jeunesse et nous avons décidé de nous unir pour que désormais, quand il faut parler de l'Afrique, il faut que ça vienne de nous-mêmes. Il faut que nous puissions avoir notre code langagière, un code que nous comprenons. Il faudrait que les autres nous écoutent tel que nous voulons qu'ils nous écoutent. Parce que depuis, c'est eux qui dictaient comment comprendre les informations africaines, comment rédiger nos papiers, comment orienter la manière de présenter les informations africaines. Mais désormais, ça ne sera plus le cas. Les choses ont changé et désormais nous avons pris conscience, nous Africains, on a pris conscience qu'unis, nous sommes forts, unis nous pouvons faire attendre notre voix parce que lorsqu'on est divisé, facilement on peut manipuler les uns contre les autres et c'est ce qui se passe malheureusement avec les différentes zones de conflit, par exemple chez moi en République démocratique du Congo, une guerre de prédation sous-traitée par des puissances de l'Afrique centrale, notamment le Rwanda qui finance des groupes rebelles. Ce sont des choses qu'il faut, mon Dieu, je pense qu'avec l'unité, ce sont des choses à éviter, ce sont des choses à ne plus rééditer, parce que ceux qui sont tapis dans l'ombre, ils tirent des dividendes substantiels à travers les exportations des matières premières, les minerais, les matières agricoles. Vous prenez tout cela, c'est l'Afrique qui est perdant. Oui. Aujourd'hui, la RDC, pour juste donner plus d'informations, c'est un des pays les plus peuplés au monde et une des plus grandes surfaces après l'Algérie en Afrique, avec un énorme potentiel, bien sûr, et qui attise toutes les convoitises. On va encore en parler, mais aujourd'hui, on va rester dans ce besoin de l'information. Finalement, l'information change selon la position dans laquelle on se trouve et on peut, à travers cela, manipuler. C'est important aujourd'hui de reprendre cela, de saisir cette information et de la porter avec le regard africain. Oui, absolument. Comme vient de le dire notre ami de l'agence congolaise, qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est absolument important, impératif et vital pour l'Afrique qu'elle ait sa propre voix, qu'elle ait son propre, qu'on produise notre propre contenu informatif et que les Africains écrivent leur histoire, racontent leur histoire. Et là, il faudrait qu'il n'y ait plus de monopole des médias étrangers sur ce qui se passe en Afrique, mais bien tout à fait le contraire qui devrait se passer, c'est que l'Africain raconte son histoire, que ce soit nos amis au Congo, que ce soit ici en Algérie ou un peu partout en Afrique. Et puis on connaît l'impact de l'information, de la manipulation de l'information, des fake news, ça a un impact réel. Pour éviter d'abord la manipulation de l'information purement africaine, le contenu africain,
il faudrait qu'ils soient, si vous voulez, racontés par les Africains. Des médias étrangers, fatalement, ne peuvent pas comprendre comment nous, les Africains, on se comprend entre nous. Et puis, ce qui se passe en Algérie ou ce qui se passe ailleurs en Afrique, il n'y a pas mieux que l'information locale, l'information sourcée, crédible, et non pas une information tendancieuse, qui répond à d'autres intérêts. Par rapport à des intérêts, que ce soit des intérêts financiers, politiques ou de stratégies de défense concoctés dans des, si vous voulez, dans des laboratoires hors de l'Afrique. Alors, l'accès à l'information, ça a aussi un impact sur le volet économique. Hein. Aujourd'hui, le repli sur soi n'est ni souhaitable à l'ère de la mondialisation. Effectivement. Qui détient l'information détient le pouvoir aussi. Et même peut gagner plus dans les marchés financiers et dans les transactions économiques. Donc l'information a un rôle stratégique dans toutes les transactions et dans les rapports de pouvoir politique également. Et dans l'influence, surtout, l'information joue un rôle très important, surtout à l'ère des nouvelles technologies d'information et de communication, des réseaux sociaux, de la fabrication du contenu, des développeurs, etc., le soft power. Donc tout ça doit être réapproprié par l'Afrique. Et sinon, elle va subir justement ces guerres de nouvelle génération. C'est des guerres hybrides, c'est des guerres non conventionnelles, consistant tantôt à démoraliser la population, à présenter que du négatif des pays africains, mais aussi... tuer l'espoir chez la jeunesse. Effectivement, mais surtout la jeunesse. D'autant plus que maintenant, des prévisions... 60% de la population a moins de 30 ans en Afrique. Et ça, justement, selon les prévisions des institutions économiques internationales, telles que la Banque mondiale, l'Afrique, en 2050, comptera environ un quart de la population mondiale et la plus grande population active du monde. C'est-à-dire, même les pays émergents tels que la Chine, l'Inde, etc., ne seront pas en mesure d'égaler un peu cette population active, ce trésor africaine, en fait, au gorge de l'Afrique. Donc c'est ça réellement les leviers de développement de l'Afrique. Donc l'Afrique, justement, elle doit développer, surtout du point de vue politique et informationnel, du point de vue de la construction de l'image attractive de l'Afrique. On présente toujours l'Afrique avec des conflits majeurs, avec de la misère, avec du trafic. On doit apprendre à vendre son image aussi, à la valoriser. Alors justement, vous parlez... Si vous permettez, pour donner un petit exemple sur si vous voulez, la mainmise des médias étrangers, tout le circuit informationnel qui tourne, par exemple, sur l'un des secteurs vitaux de l'économie africaine, par exemple sur les produits agricoles. Dorénavant, il faudrait qu'il y ait des médias africains, il faudrait qu'il y ait des marchés boursiers africains qui donnent l'information, par exemple, sur les prix du cacao ivoirien ou le prix de la banane camerounaise ou qu'elle soit du Ghana. Il faudrait que les matières premières de l'Afrique, produites en Afrique par des Africains, soient communiquées par des médias ou bien par des moyens de communication boursiers, de marché africains, et non pas nous avons la cotation du café ivoirien au niveau de Londres ou de New York. On devrait, si vous voulez, dépasser ce stade et faire des marchés africains avec une information africaine sur nos marchés, sur nos produits et sur leur potentiel au niveau du marché mondial des matières premières. Alors le continent africain enregistre une croissance soutenue et pourtant il y a encore beaucoup de pays pauvres, de populations pauvres, c'est-à-dire que cette croissance ne profite pas à ces populations. La République démocratique du Congo avait d'ailleurs dénoncé un colonialisme économique. Oui, absolument. Il ne faudrait pas que ce colonialisme économique quitte l'Occident pour aller à l'Orient. Il serait indiqué aujourd'hui que les pays africains se connaissent. Parce qu'on ne se connaît pas assez. C'est d'ailleurs ça l'objectif que nous poursuivons avec tous les autres collègues, notamment avec mon collègue de l'APS, de vouloir ramener tout le monde autour d'une table pour que nous puissions
commencer par nous connaître. Et pour se connaître... C'est un peu l'esprit du panafricanisme, cette solidarité entre peuples africains. Absolument, absolument. Et pour nous connaître, il n'y a pas mieux que les médias. Et il n'y a pas mieux que les médias pour être ce canal par lequel tout le monde pourra savoir ce qu'il y a chez l'autre. Le pétrole algérien, les gaz algériens peut servir à la République démocratique du Congo. La mangue produite en République démocratique du Congo, les oranges peuvent être exportées vers l'Algérie. Pourquoi nécessairement ça partirait en Europe ou ailleurs? Le cuivre de la République démocratique du Congo peut servir à l'industrie algérienne ou tunisienne, je ne sais pas moi. Donc c'est dire que les médias ont un rôle important à jouer avec la révolution de l'outil informatique, avec les développements. Tout le monde aujourd'hui a un peu accès à l'information à travers les téléphones portables. Oui, mais il faut proposer des contenus qui donnent de la valeur à ce que les Africains sont capables de faire. On présente l'Afrique comme étant un continent pauvre, mais c'est une des plus riches. Il n'y a pas que la pauvreté en Afrique. On a plusieurs richesses. La chaleur humaine que moi j'ai trouvée en Algérie, je ne la vois pas ailleurs. La pauvreté parce que ces ressources sont pillées, parce que les ressources ne reviennent pas aux Africains. Si déjà on peut commencer par les ressources humaines, qui est primordial, si on peut commencer par ça, par nous entraider, par nous comprendre les uns les autres, je pense qu'on peut faire face à toutes ces prédations. Et la prédation, on ne peut pas l'arrêter si on est isolé. Absolument. Si on ne sait pas ce qui se passe chez le voisin et que le malin, il vient de très loin avec des instruments pour vous piller, dites-vous qu'il va réussir sa mission parce que vous n'êtes pas unis, parce que vous êtes dans les querelles qui ne visent pas le développement des peuples africains. Les peuples africains ont besoin de commercer entre eux. Et les projets comme la construction des routes qui vont de l'Algérie vers... Ce sont des projets régionale. Oui, ce sont des projets à encourager. Pourquoi pas les prolonger jusqu'au Cap? C'est l'objectif ultime. Les autres États doivent prendre la balle au bon pour que l'Afrique puisse être reliée du nord jusqu'à l'extrême sud. Oui, alors aujourd'hui, les médias, la cité, je vais vous donner la parole, ont ce pouvoir peut-être de raviver cet esprit panafricaniste dont parlait Monsieur Bienvenu, donner de l'espoir aussi à la jeunesse et parler du réel potentiel du continent. Absolument, mais moi je voudrais, si vous voulez, un peu rebondir un peu ce que disait Monsieur Bienvenu sur justement la prédation des Occidentaux en Afrique. Je prendrai le dernier exemple, le dernier accord de partenariat économique qu'avait conclu l'Union européenne avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, à Cotonou en juillet 2020, qui venait remplacer l'accord de Lomé des années 70. C'est des accords agricoles préférentiels. Et là, l'Union européenne elle a toujours gardé ces accords, ces avantages sur l'économie africaine. Et là, vous avez, si vous voulez, les produits africains qui sont vendus avec des barrières tarifaires très très importantes en Europe, contrairement aux produits européens, les produits agricoles européens et manufacturiers qui arrivent en Europe avec des tarifs préférentiels. Si vous voulez un peu l'échange inégal. Et comme vous venez de le dire, il faudrait que cet échange inégal soit si vous voulez, rompu par une meilleure communication, par un meilleur système commercial entre pays africains, pour justement briser ce monopole des Européens sur le commerce africain. Absolument. Alors on parle beaucoup de cette importance d'une meilleure intégration régionale, du développement d'infrastructures sur le continent africain. Aujourd'hui, il faut formuler un modèle économique rénové propre à l'Afrique. Oui, c'est une très bonne question. Parce que notre ami, effectivement, il a cité les richesses de l'Afrique, mais nous devons justement valoriser ces richesses de l'Afrique. L'Afrique doit construire un modèle économique affranchi de l'exploitation des matières premières, un modèle économique de production et d'accumulation. Et on a tous les facteurs, on a tous les leviers aussi pour passer à ce modèle économique de production et d'accumulation, d'innovation, d'institutions efficaces et d'intégration. Donc il faut intégrer davantage l'économie africaine, parce que si on prend des chiffres maintenant, le commerce intra-africain, il y a 150 milliards de dollars, c'est tout.
Et toute l'Afrique, il participe à 3% du commerce mondial. Donc c'est très peu également. Pourquoi? Parce qu'il exporte des matières premières. Il n'exporte pas des puces, il n'exporte pas des technologies d'information et de communication, il n'exporte pas du contenu informatique. Donc c'est ça, il faut passer vers ces économies à forte valeur ajoutée. Et justement, dans le cadre toujours de l'intégration africaine, il y a la ZLECAf, c'est une très bonne chose, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, avec 46 pays déjà ratifiés la ZLECAF, et c'est un marché de 154 pays, un marché de 1,5 milliard d'habitants, un marché déjà de 3 400 milliards de dollars de PIB. Mais c'est très peu, c'est 3 400 milliards de dollars de PIB pour un continent aussi riche que l'Afrique, alors qu'on est à 100 000 milliards de dollars de PIB. Donc là aussi, la stratégie consiste justement même dans cet esprit, et c'est l'esprit déjà de Massinissa, le roi de la Numidie, et l'Afrique aux Africains. Donc il y a aussi l'esprit de Bandung, la coopération du Sud, par exemple, et peut servir davantage l'Afrique. Et puis, y aller vers, carrément, pour ne pas rester seulement dans le commerce, y aller vers la construction de ce qu'on appelle les chaînes de valeur régionales. Si on prend, par exemple, les échanges intra-pays européens, ils sont à 60% de leur commerce extérieur. Et l'Asie, c'est la même chose, il est à 60%. L'Afrique, il est à 16%. Donc vraiment, on est très loin. Mais il faut y aller davantage vers des chaînes de valeur régionales, c'est-à-dire intégrer, pas seulement rester dans l'échange, la vente et l'achat, mais export-import, mais intégrer carrément des chaînes d'entreprises. Parce qu'effectivement, il y a tous les facteurs d'intégration en amont et en aval entre les pays africains. Il y a aussi la géographie. Si on prend l'Algérie par exemple, il est en train de faire un très bon travail pour aider et intégrer progressivement les pays voisins du Sahel. Et miser sur le développement surtout, parce qu'on disait que les solutions n'étaient pas uniquement militaires, mais aussi sur le développement humain et durable de la région. Et la fibre optique par exemple, pour l'information, les technologies, parce que l'accès des populations à l'information, c'est très important, c'est un facteur de développement humain également. Donc là, avec la fibre optique pour le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad, etc. Donc tout ça, ça va permettre une meilleure intégration économique, une meilleure intégration d'abord humaine aussi des liens, des échanges, et ça va permettre de créer les conditions justement de décollage de l'Afrique. Parce qu'actuellement, sur le plan politique, je ne termine pas ça, on a constaté, je pense que c'est consommé le découplage nord-sud, c'est-à-dire cette relation coloniale de l'ex-colonisateur avec l'Afrique. On assiste à un rejet aujourd'hui total de cette il y a un couplage intra-africain et bien sûr, il y a aussi un couplage, je dirais, sud-sud, c'est-à-dire même avec les pays émergents. Alors, la libération économique de l'Afrique viendra donc forcément par cette coopération interafricaine qu'on veut promouvoir aujourd'hui, que toute l'Afrique doit promouvoir si on veut sortir ou s'affranchir de cette dépendance. Il faut aussi parler aussi des conflits, des problèmes sécuritaires. Il faut faire davantage d'efforts pour la paix à travers peut-être des mécanismes africains, à travers l'Union africaine aujourd'hui, et sortir de de ces ingérences qui ne font que nourrir les conflits armés dans le continent. Écoutez, de mon point de vue, j'estime que ceux qui commercent, lorsqu'il y a des échanges commerciaux, lorsque les uns et les autres savent ce qu'ils peuvent tirer avantage, je pense qu'on ne se ferait pas la guerre. Et si on se fait la guerre, c'est parce qu'il y a des gens qui nous divisent, il y a des puissances qui estiment que c'est eux qui doivent s'approprier, s'accaparer des richesses africaines, les traiter en tirant pour eux toute la valeur ajoutée. Ceux-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Et la meilleure manière de les mettre hors d'état de nuire, ce n'est pas de leur faire la guerre. C'est de nous entendre entre nous, absolument, que le peuple s'entende entre eux, que les gouvernements comprennent que les peuples africains sont aujourd'hui disposés à se parler. Ils sont disposés à se connaître. Et nous, en tant que médias, nous avons un rôle à jouer, un rôle important à jouer. C'est de vendre, finalement, de vendre auprès des Africains nos pays, nos richesses. La République démocratique du Congo et l'Algérie, 60 ans de coopération. Je constate que
il est parfois difficile à un jeune Algérien de situer la République démocratique du Congo sur une carte. C'est pas normal. Et pourtant, c'est un pays central. C'est pas normal. C'est pareil en République démocratique du Congo. Ils ne connaissent pas l'Algérie qui est une puissance. On se connaît mal entre nous, finalement. On se connaît mal. Et aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est de parler d'une seule et même voix, finalement. Et lorsqu'on arrivera à parler d'une seule voix, moi je pense que s'il faut passer directement par l'Union africaine, c'est mal commencé. Il faut commencer par des liens entre pays, entre États, entre des peuples. Moi, je préfère plutôt des peuples, entre des peuples des différentes nations. Et on construit cette unité à partir de ce socle-là. Nous aurons une Union africaine forte, nous aurons une Union africaine capable d'assurer le développement, d'assurer l'indépendance, d'assurer la sécurité de tout le continent. Alors aujourd'hui, il faut passer donc par l'aspect économique, par l'entente entre nous. On l'a entendu, par raviver cet esprit de solidarité entre pays africains. Il faut aussi miser sur la jeunesse. En 2050, la jeunesse africaine représentera plus d'un tiers de la population mondiale âgée de 15 à 30 ans. Il faudra aussi soutenir l'entrée massive du continent dans la transition numérique et l'innovation. C'est ça aussi qui va lui permettre de se développer. Effectivement, surtout les nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, c'est un secteur à très forte valeur ajoutée. Et c'est un secteur qui se base sur des idées innovantes, sur la jeunesse, sur des étudiants. Maintenant, même le taux de scolarisation en Afrique est très important maintenant. En tout cas, combien de start-upers qu'on pourrait retrouver en Silicon Valley? Combien d'Africains? Donc, toute cette jeunesse-là pourrait justement constituer un effet de levier important pour les économies africaines. Donc surtout, et c'est là où il faut faire le travail immense, en quelque sorte, comment justement produire ou bien construire un environnement très favorable à cette liberté d'entreprise en Afrique, à cette jeunesse, pour garder cette jeunesse africaine en Afrique et faire leurs start-up, par exemple, en Afrique, et pas y aller valoriser des start-up à l'étranger en milliards de dollars, etc. Donc, c'est là. Donc, l'Afrique, elle a tout un travail à faire pour garder cette jeunesse, garder ce trésor, et à travers des institutions inclusives, surtout des institutions inclusives. Lorsqu'on dit des institutions inclusives, c'est-à-dire il faut un couplage, je reviens au terme de couplage, il faut le couplage entre État fort, État développementaliste, mais aussi avec des institutions inclusives, c'est-à-dire permettant la liberté à cette jeunesse de choisir, permettant un environnement très attractif à cette jeunesse, et c'est ça qui va vraiment, d'abord, qui va déjouer un peu ces attaques non conventionnelles des pays, je dirais, pas occidentaux, mais des anciens pays qui voulaient toujours, qui regardaient toujours l'Afrique comme une mine à brader, mais aussi, et c'est ça aussi qui va faire de l'Afrique un pays sans tutelle et sans... Et c'est aussi par le développement qu'on peut lutter contre le terrorisme, contre les groupes armés qui sont en train de sévir dans la région. Et puis penser à aussi désarmer la population africaine aujourd'hui. Il y a beaucoup d'armes qui circulent sur le continent. Il faut aussi miser sur la bonne gouvernance aujourd'hui. Absolument. C'est une nécessité. C'est une nécessité vitale pour. C'est des institutions inclusives. Oui, c'est une nécessité vitale pour d'abord pour le développement de l'Afrique, mais surtout pour semer la paix en Afrique. Si vous voulez, quand vous avez une bonne gouvernance, vous avez en même temps vous tracez une autoroute de la gestion future d'une Afrique débarrassée des conflits armés, des conflits sociaux, des conflits tribaux. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, c'est toujours les conflits, si vous voulez, tribaux qui sont à l'origine des conflits encore plus importants, des guerres, si vous voulez, entre guillemets, l'armée entre États et nations africaines. Et donc, pour revenir un peu pour rebondir sur cette question de la jeunesse africaine, c'est un immense potentiel que nous avons. Et particulièrement en Algérie, nous avons une production annuelle sans trop dire que nous avons quelque chose comme
5 000 à 10 000 universitaires qui sortent chaque année de l'université algérienne, toutes spécialités confondues, et on peut plus ou moins élargir ce chiffre. Il y a une coopération entre les pays africains, voilà, déjà, et l'Algérie, qui reçoit des étudiants aussi africains. C'est-à-dire qu'au niveau de notre continent, oui, vous avez quelque chose comme, sans trop, disons, oui, c'est quelque chose comme pratiquement 100 000 étudiants au niveau de l'Afrique, 100 000 étudiants formés dans les différentes spécialités qui sortent chaque année. Et c'est un potentiel extraordinaire et qui, pour le moment, convoité également par d'autres pays aujourd'hui. C'est un potentiel qui est exploité jusqu'à une proportion de 50-60%. D'abord par les universités étrangères, ensuite par les grands laboratoires, par les grands centres de recherche américains, européens. Oui. Et c'est par la bonne gouvernance, par une meilleure intégration régionale, par le développement qu'on pourra retenir aussi cette jeunesse sur le continent. Je pense que d'abord il faut la récupérer. Il faut d'abord éviter qu'elle s'exile et donner ensuite toutes les conditions sociales, toutes les conditions, si vous voulez, pour que cette jeunesse ne pense pas à s'expatrier, mais bien rester chez elle et avoir son pays. Voilà. Justement, là, c'est dans la problématique de ne pas subir les effets néfastes de la mondialisation. Parce que la mondialisation impose la mobilité du facteur travail, la mobilité des cerveaux, etc. Donc, nous sommes dans une concurrence dans cette mondialisation. C'est pour cette raison qu'il faut créer effectivement des conditions d'attractivité de la bonne gouvernance, des institutions inclusives, pour permettre à cette jeunesse d'investir en Afrique et de ne pas y aller à l'étranger. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Cette mobilité doit également concerner la diaspora. La diaspora africaine, elle est importante. Les jeunes de la diaspora, quand on les fréquente, quand on parle avec eux, on sent cette volonté de revenir. Il faudrait que nos pays créent des conditions qui facilitent les investissements des jeunes, des initiatives des jeunes. Et j'ai salué ici le milliard de dollars mis à la disposition du développement du continent par l'Algérie. Et j'estime que si on peut orienter cette manne vers des investissements jeunes, on peut arriver à des résultats mieux que toutes les formes de coopération. Alors, vous le disiez, juste pour appuyer les chiffres que vous disiez depuis tout à l'heure, la croissance de la population va faire de l'Afrique un des premiers marchés de la planète en termes de nombre d'habitants. C'est d'abord un atout pour l'Afrique lui-même, avant que ce ne soit... Un atout même en termes de classe moyenne, c'est-à-dire avec un taux de croissance constant, surtout il y a des pays africains qui réalisent un taux de croissance de 8%, 9%. Oui, la RDC, la projection est de 8%. Oui. C'est ça, donc, et puis ça va permettre quand même un saut qualitatif en termes de pouvoir d'achat de la population, donc une classe moyenne. Donc d'ici 2050, on pourrait enregistrer une classe moyenne dépassant la population européenne. Donc cela constitue un marché très attractif et ce sera un marché qui sera convoité aussi par les multinationales, par l'investissement, etc. Donc ce saut qualitatif justement en termes de la population, en termes de bien-être, aussi de développement en bien-être, parce qu'il y a quand même, l'Afrique s'inscrit quand même dans des programmes, des objectifs de développement durable, donc il y a des pays qui ont fait des bons scores en termes. L'Algérie par exemple est classée selon le dernier rapport des Nations Unies, au 64e rang mondial dans les objectifs de développement durable et première en Afrique. Et il y a des pays, donc, et d'ailleurs même l'Algérie peut faire bénéficier son expérience aux pays africains par rapport à ces 17 objectifs de développement durable qui intègrent toutes ces questions, les questions d'égalité du genre, de pauvreté, de faim, les questions de recherche et développement, les questions d'éducation, de communication, de santé, effectivement. Donc c'est tout ça, vous disiez tout à l'heure, le développement durable. Donc même l'Afrique doit être durable parce que l'Afrique aussi ne doit pas être une décharge pour certains pays aussi. Donc il y a ces problématiques qui sont liées au climat, à la nature. Absolument. La terre africaine doit être exploitée par des Africains. Il faut prendre en compte le changement climatique, c'est important, et social, puisqu'il impacte directement. Oui, il impacte directement aujourd'hui la population africaine. Même si nous ne sommes pas les plus pollueurs en termes de climat, mais
on en subit les conséquences. Mais encore une fois, si on est unis, on peut exiger des pollueurs de payer. Oui, c'est ce qui a été toujours demandé. Après, la question du financement pose toujours problème. Oui, ça pose problème parce que nous ne sommes pas unis, parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne parlons pas d'une même voix. Quand il faut revendiquer, quand il faut poser le problème, nous sommes toujours divisés par des petits intérêts qui, généralement, ne bénéficient pas à l'Afrique. C'est ce qui a été demandé à la COP27 sur le climat, ce financement que les pays industrialisés pollueurs devaient aux pays en voie de développement. En tout cas, ils n'ont jamais tenu leur promesse par rapport à ces financements qu'il faut dégager pour accompagner les pays africains, surtout dans la transition énergétique, dans la décarbonation aussi des activités. On demande à certains pays, par exemple, d'abandonner les mines de charbon, mais ils y reviennent. Les Européens n'ont jamais payé, si vous voulez, respecter la taxe carbone. Aucun pays africain n'a reçu un centime pour la taxe carbone. Et là, actuellement, ce qui se passe dans le bassin du Congo ou bien au Gabon, la déforestation, qui est à 1 ou 2% responsable, si vous voulez, un peu des changements climatiques en Afrique. Et là, dans les pays du Sahel, il y a des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus, si vous voulez, étalées dans le temps, et qui a un effet dévastateur sur l'économie de ces pays. Alors pour développer aujourd'hui cette ZLECAf aussi et lui permettre de s'appliquer avec souplesse, il faudrait que les pays africains facilitent les investissements d'abord des sociétés africaines en Afrique. Il faudrait commencer déjà entre nous. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur régionales, c'est ça. C'est-à-dire commencer par faire le démantèlement effectivement tarifaire, favoriser davantage la liberté de circulation des personnes, les visas, etc. Harmoniser un peu les législations des pays et permettre justement à ces investissements, à des IDE intra-africains, c'est-à-dire construire des chaînes de valeur régionales au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui va créer de l'emploi, qui va valoriser les richesses et qui va faire de l'Afrique un pays, de l'Afrique un continent exportateur. Donc mais ça commence bien entendu par une zone douanière, donc ça commence par l'harmonisation de tout ce qui est douane, tout ce qui est normes aussi, et tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui est les normes en termes d'origine de l'origine du produit, parce que c'est très important. On ne peut pas importer ailleurs, faire l'emballage et réexporter en Afrique. Donc il y a ces questions-là. Mais lutter contre l'informel aussi, beaucoup et de ces matières premières africaines, le cacao, le café, l'agriculture, le pétrole, il faut les mines, etc. Donc le phosphate, tout ça. Et on gagnera si on investit, c'est-à-dire au niveau local. Lorsque je dis local, c'est l'Afrique. Donc avec régional, des chaînes, c'est-à-dire renforcer des partenariats africains, des jointes venture africaines, c'est-à-dire entre plusieurs pays d'Afrique, et arriver à construire, tout à l'heure, notre ami de l'APS, M. Boukhalifa, a parlé d'un marché commun africain et d'une bourse africaine. Justement, pourquoi pas? Il faut voir loin, il faut voir grand. C'est à partir de là qu'on pourrait avoir une cotation de nos produits au niveau de l'Afrique. Donc un marché africain. Alors on arrive un peu à la fin de l'émission, je vais vous faire un tour de table pour le mot de fin. Aujourd'hui, comment arriver à l'Afrique que nous voulons, dont nous parlons aujourd'hui sur ce plateau? Je pense que d'abord, il faudrait que les Africains se parlent, s'unissent, se mettent d'accord sur un même ordre du jour. Parce qu'actuellement, l'édifice n'est pas dans 5, 6, 10 ans, mais c'est d'ici 2050. Et qu'on puisse avoir une politique, si vous voulez, commune à tout niveau à tous les pays africains. Merci, monsieur Bienvenu. Le mot de fin vous revient? Oui, il faudrait que les Africains se parlent, il faudrait que les Africains se connaissent. Parce que lorsqu'on se connaît, lorsqu'on connaît les potentiels détenus par le frère à côté et qu'on a un peu un portefeuille qui peut soutenir cette richesse, ces productions, il y a moyen de cheminer ensemble, il y a moyen de créer des richesses, il y a moyen d'occuper les jeunes. Donc, se connaître, pour moi, c'est très important et se connaître permettrait à l'Afrique d'être forte.
Et à travers les médias notamment, puisque vous êtes le représentant aujourd'hui de l'agence de presse officielle de la RDC. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir été avec nous, monsieur, bienvenue, et de nous avoir fait l'honneur de participer à notre émission. Merci. Nous allons passer à notre second plateau, le lien est tout tracé, puisque je vous le disais tout à l'heure, l'Afrique doit pouvoir assurer ses arrières sous plusieurs plans, sécuritaire, énergétique, alimentaire notamment. Et à quoi s'attelle l'Algérie. Consciente du défi majeur que constitue la sécurité alimentaire, un souci partagé par tous les gouvernements à travers le monde, notamment pendant cette conjoncture internationale incertaine, marquée par des tensions géopolitiques et des changements climatiques, l'Algérie a accentué les actions pour garantir sa sécurité alimentaire. Et justement, c'est notre thématique, puisque, vous le savez, dernièrement, il y a eu les assises sur l'agriculture, où il a été annoncé que le secteur agricole contribue à hauteur de 14,7% dans le produit intérieur brut. La sécurité alimentaire reste, où elle est placée en tout cas en tête des priorités et au cœur de la stratégie de l'État pour se libérer aussi de la dépendance aux recettes des hydrocarbures. Nous accueillons notre second plateau. Nos invités viennent de s'installer. Bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Bonsoir. Nous avons avec nous monsieur Abdelrahmani Ben Ali, bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CNIF, le Conseil interprofessionnel des céréales. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour votre invitation. Merci. Nous accueillons professeur Brahim Mohouch, bonsoir. Vous êtes professeur à l'ENSA, École supérieure d'agronomie, et membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Baha Hakim, bonsoir. Vous êtes le représentant du Conseil du renouveau économique, le CREA. Et c'est un peu parce qu'il y a un événement que vous organisez demain que nous sommes là aujourd'hui. Vous avez décidé de parler de la sécurité alimentaire, le blé dur en particulier, la production du blé dur. C'est un petit peu sur cela que mise aujourd'hui l'État algérien. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Pourquoi le CREA, justement, s'inscrit dans cette démarche? Alors tout simplement, le monde a changé. Et nous l'avons vu ces dernières années, que les conflits internationaux et même la pandémie que nous avons eue donc en 2020 a fait que certains secteurs ont été fragilisés. Donc nous nous sommes rendus compte que notre sécurité alimentaire était effectivement fragile. Effectivement, la journée de demain va être centré sur le blé dur, pour la simple raison que la production mondiale de blé dur, aujourd'hui, est approximativement à 34-35 millions de tonnes, contrairement au blé tendre qui est à plus de 650 millions de tonnes. Donc, imaginez si... Pourquoi cette disparité? Il n'y a pas de demande autant que pour le blé dur ou pour le blé tendre ou... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on produit moins de blé dur que de blé tendre? Vous savez, c'est une question d'habitude alimentaire. Aussi. Aussi. Donc le blé tendre est effectivement utilisé dans beaucoup plus d'aliments partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'Algérie est le deuxième consommateur de blé dur dans le monde. Donc sur les 34 millions que je viens de dire, qui sont produits dans le monde, seulement 7 millions s'échangent. Et si jamais un des plus gros producteurs de blé dur, qui est le Canada, décide pour une raison ou une autre de changer de culture, pour des raisons forcément stratégiques ou pécuniaires, nous allons nous retrouver en pénurie. Et l'Algérie étant donc le deuxième le plus gros consommateur effectivement dans le monde, l'Europe en premier, notamment l'Italie. Donc l'Algérie avec son couscous, les Européens et principalement les Italiens avec les pâtes. Il risque d'y avoir une forte dépendance, une forte crise en tout cas sur ce produit-là. Aujourd'hui donc on a compris la volatilité, le marché est très instable. L'Algérie a misé dès le départ sur la production, sur l'intensification de la production du blé dur. Aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est... Alors on sait que les céréales ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup un climat particulier. Est-ce que c'est les seuls facteurs aujourd'hui qui font que nous ne produisons pas suffisamment de blé? Oui, c'est une question très pertinente. Vu notre expérience, modeste expérience, c'est que pourquoi on ne produit pas, tout à l'heure on discutait de ça, les surfaces existent, la technicité existe.
disons, le mode de vie céréalier existe. Et on ne produit pas beaucoup. Oui. C'est très simple, madame. C'est simplement parce que les céréales ne valorisent pas les intrants et surtout l'eau. Un mètre cube d'eau produit en moyenne en Algérie 300 grammes de blé. Mais ça produit 40 kilos de pastèque. C'est ça. On arrive à développer d'autres produits, mais pas... Voilà, oui, parce que c'est plus rentable d'orienter. Celui qui a de l'eau, il l'oriente vers autre chose. Et les céréales restent toujours pluviales. Alors que si on pouvait irriguer, ne serait-ce qu'en complément, on peut facilement multiplier par 2 nos rendements actuels. Et d'ici 10 ans, ces rendements seront améliorés. On aura l'autosuffisance, mais celui qui a de l'eau, il l'oriente vers autre chose, malheureusement. C'est pas vers le productif, plus rentable. Voilà. Combien nous produisons aujourd'hui de blé dur, Monsieur Benali? On dit qu'on arrive à couvrir plus de 90% de nos besoins ou pas? Réellement, en blé dur, l'Algérie est presque en autosuffisance. Et elle est placée 4e, 5e pays au monde producteur de blé dur. Aussi, nous avons un bon soleil qui fait que nous avons une bonne qualité de blé dur via sa protéine. Et aussi, je compte à saluer, à partir de vous, l'action qu'a fait le CREA pour mettre en valeur et mettre vraiment en exergue cette potentiel que l'Algérie déjà a, et aussi via les orientations de M. le Président de la République qui nous oriente à produire plus de blé dur et aussi d'augmenter les rendements. Autant que céréalier, personnellement, et je gère ce conseil interprofessionnel qui a tout le monde de la production inclus chez lui, j'aimerais bien que on fait plus d'efforts avec le CREA, avec tous les opérateurs. C'est important d'associer aussi le secteur privé aujourd'hui dans l'intensification de la production céréalière. Sinon, on n'ira pas loin si le secteur privé n'intègre pas. Et c'est pour ça que je suis très content de ce qu'a fait le CREA par rapport à la journée de demain, la préparation. Il va faire rencontrer tout le monde professionnel de la céréale. Et surtout, je connais un tas, ils font que le blé dur. Parce qu'en réalité, nous, céréaliers, on préfère le blé dur par rapport à sa résistance climatique, par rapport à sa résistance aux maladies. C'est vrai qu'on peut produire du blé tendre avec plus de rendement, mais les aléas climatiques et les facteurs climatiques font que ce blé tendre va être à la portée de plusieurs maladies, et là, on va se voir déjà touché. Et aussi, comme il a dit M. Mouhouch, on doit valoriser un peu nos dépenses via l'eau et les intrants qu'on met. Le blé dur est les plus rentables. Les plus rentables, il se vend plus cher sur les marchés internationaux aussi. Il est à 2 fois plus cher que le blé tendre. Nous sommes en phase de pouvoir l'exporter avec plus d'efforts. Il a assez bien dit que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent le blé dur. Et nous avons tous les potentiels et toutes les capacités d'être intégrés dans ce parmi les phénomène. Pays exportateurs Pourquoi pas? Nous ne sommes pas très loin de l'exportation. Mais au lieu d'exporter le grain, on préfère, via nos industriels et nos transformateurs, exporter des pâtes, des couscous, et pourquoi pas faire d'autres produits intégré au blé dur à exporter, c'est très intéressant. C'est une question aussi d'habitude alimentaire, il en parlait Monsieur Berra. Alors justement, demain, à quoi serviront il y aura plusieurs ateliers, plusieurs panels aujourd'hui, notamment pour parler, bien sûr, de la place du blé sur le plan mondial, géopolitique, son impact sur les pays, puisque vous en avez parlé au début, et puis les mécanismes à mettre en place pour atteindre l'autosuffisance en blé dur. C'était important de réunir tous les professionnels du secteur, de s'entendre, de s'écouter, de proposer les meilleures solutions. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un travail commun. Nous avons travaillé en synergie avec tous les acteurs de la filière parce que nos préoccupations sont les mêmes pour tous. Et nous avons donc inclus les chercheurs, nous avons inclus les instituts de recherche, les universitaires, le secteur du privé. Donc les transformateurs qui sont dans l'agro-industrie, les transformateurs de céréales, les agriculteurs qui sont le nerf de ce secteur en fait. Donc nous avons réuni effectivement tout le monde pour pouvoir sortir à la fin de journée avec des recommandations qui vont être soumises et étudiées.
Alors, c'est bien, hein, parce que vous parlez de la recherche aujourd'hui, de l'association des professeurs, des universitaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup des aléas climatiques, mais il faut parler aussi de la modernisation de la filière, c'est important. Il n'y a pas de doute. Ça impacte le rendement, forcément. Il n'y a pas de doute. Le monde, actuellement, tout devient smart, tout devient intelligent. Malheureusement, l'agriculture, chez nous, elle est un peu en retard dans ce domaine. Ouais. Il faut qu'on mette le paquet pour pouvoir être au même niveau que beaucoup de pays, je ne dis pas développés, mais au moins les pays qui nous ressemblent. Et j'en suis sûr et certain que, connaissant le monde de l'agriculture, ça va faciliter, disons, l'intervention de l'agriculteur. Alors, je dis l'agriculteur, c'est tous les acteurs de l'agriculture. Oui. Si c'est fait dans le bon sens, avec rigueur, la rigueur est très importante dans le smart, oui. Qu'il soit agriculture ou irrigation, smart irrigation, c'est très important, ça nous fait gagner beaucoup de choses financièrement et même en matière. Et ça, la pénibilité aussi, oui. Elle est pratiquement supprimée. Le smart ne fait que faciliter le travail. Ça encouragerait plus de personnes à investir dans ce secteur, puisqu'aussi la main-d'œuvre fuit le secteur agricole à cause du travail laborieux derrière. Exactement, et tout le monde sait très bien que l'agriculture, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, oui. est l'un des secteurs les plus pénibles du point de vue travail. Si on fait introduire, disons, on informatise pratiquement la majorité des activités, particulièrement tout ce qui est intelligence gérée à distance, ça va faciliter la tâche, et c'est beaucoup plus économique de travailler avec le smart, même si c'est cher, le système en lui-même, il y a relativement cher. Mais au bout de 4-5 années, on l'amortit et ça deviendra vraiment, ça va couler de soi. La modernisation du secteur, la filière, je pense elle s'impose par elle-même aujourd'hui, M. Benali. Mais quel genre de problèmes sont confrontés aujourd'hui les agriculteurs dans la production du blé dur? Écoutez, madame, il fut un temps, les céréaliers, il n'y avait pas de céréaliers, il n'y avait même pas de céréales. En 90, l'Algérie était en grande crise. Maintenant, on est presque en autosuffisance pour le blé dur. Et tout ça est venu par la technicité de nos chercheurs qui s'est intégrée et qui est venu valoriser un peu le développement de nos actions sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, tel qu'il a dit M. Mouhouch, on doit s'améliorer. Le monde a mis tout en place. Il faudrait que nous s'intégrons à cette nouvelle technologie sans avoir peur de l'utilisation de cette technologie qui vient entrer pour améliorer notre sécurité alimentaire. Je ne vois pas comment on parle d'interdiction, d'utilisation de certains équipements qui peuvent améliorer nettement nos rendements, alors que de l'autre côté, on voit beaucoup d'autres pays utiliser ces équipements et nous, on n'arrive pas à les avoir. Et aussi, je ne rejoins pas tout à fait M. Mouhouch parce que ça ne coûte pas cher. La technologie, du fait que son rendement vient s'exécuter directement derrière, ça coûte pas cher parce que on est en train de mettre de l'argent sans voir un peu notre rentabilité. Oui. Mais avec et puis une mauvaise marchandise peut impacter la production aujourd'hui, donc autant investir dans de bonnes machines. Effectivement. Et aussi les stockages, les systèmes de stockage, les systèmes de gestion de la logistique, tout ça il est venu. Mais je sais, j'ai travaillé un peu dans la préparation de ce forum avec le CREA. La vision, elle est vraiment super. Une coordination, une synergie entre tous les opérateurs. Super synergie, super coordination. Ils ont ramené tout le monde qui peut aider à développer vraiment cette filière. Et surtout, moi je suis content par rapport au blé dur, parce que le blé dur, je vois venir l'intérêt du blé dur et on n'est pas loin. On n'est pas loin d'être classé parmi les meilleurs pays producteurs de ce blé dur. On a l'expérience et le CREA fait beaucoup pour ça. Et surtout, il s'intègre directement dans la feuille de route de M. le Président de la République et ça nous rassure. Alors comment le CREA justement peut aider à booster cette filière? Écoutez, l'agriculture est un monde très vaste et on ne peut pas attaquer tous les chantiers. Donc il fallait commencer par une filière en particulier, une filière stratégique. Moi je pense que si on arrive à atteindre l'autosuffisance en mettant en place les mécanismes nécessaires pour pouvoir y arriver, et on peut débattre de beaucoup de sujets. Pour mettre en place les mécanismes, il n'y a pas que, la modernisation de l'agriculture, il y a beaucoup de choses. Il y a l'intrant qui doit entrer en jeu, qui doit être disponible, la qualité de la semence, des études qui doivent être faites au préalable, le développement de cette filière. On a besoin d'une nouvelle approche, une approche scientifique, on a besoin technique. d'une nouvelle approche, effectivement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la conquête du Sud.
C'est-à-dire que le développement de cette culture ne peut plus, disons, se développer davantage au niveau du Nord. On peut peut-être développer et améliorer les quantités et les rendements, mais pour augmenter notre production, ça ne peut se faire qu'au sud. Donc les superficies et la disponibilité de l'eau, M. Mouhouch en connaît un bon paquet sur ce sujet. C'est un expert dans l'hydraulique. Effectivement, la disponibilité de l'eau qui est aujourd'hui une denrée rare dans le monde. On le voit, c'est que beaucoup de cultures sont en train de disparaître à cause de cette indisponibilité de l'eau. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise utilisation aussi de l'eau aujourd'hui ? Oui, malheureusement, oui, c'est juste ce que vous dites. Tous les intrants, comme mon collègue vient de le dire, tous les intrants sont importants, mais à condition de les utiliser correctement. Et l'eau actuellement, ولكن sans eau, on ne peut rien faire. Ni agriculture, ni autre chose. Donc, si on n'arrive pas à maîtriser le peu d'eau dont nous disposons, parce que nous sommes parmi les pays les plus pauvres en eau. Où est-ce que la culture du blé dur prend le plus aujourd'hui sur une cartographie en surface? Oui. En surface, actuellement, on est à 1 million 400 hectares, 400 000 hectares. Et les régions? Les régions, c'est... Bon, partout c'est la même chose, mais surtout, on la trouve sur le nord des hauts-plateaux. Pas le sud des hauts-plateaux. Le sud des hauts-plateaux, c'est beaucoup plus large. Mais le nord des hauts-plateaux et une partie du nord. Est-ce qu'elle peut réussir au sud algérien? Tout le sud est en blé dur. Oui. Voilà. Tout le sud est en blé dur. Il n'y a pas de problème d'eau là. On ne travaille pas d'autres cultures à part le blé dur au sud. C'est pas rentable. Oui, au contraire, le Donc sud... la problématique de l'eau ne se pose presque plus au sud. Donc on est obligé actuellement, parce que au nord, il n'y a pas d'eau, puisqu'on est rationné même pour boire. Donc on mise sur la culture, ça arrive. Mais au sud, je l'ai dit sur ce plateau, au sud, on a 50 000 milliards de mètres cubes d'eau qui dorment. Non renouvelables, qu'il faut préserver. Ils sont renouvelables à 1% malheureusement. Mais leur volume fait que c'est pas un problème. Oui. Parce que 50 000 milliards, si vous calculez, vous trouvez qu'on peut consommer 2000 ans. On a fait des calculs. Et c'est très important. Néanmoins, il faut que je mette un petit peu, j'ouvre de guillemets. C'est que le Sud, il ne faut pas croire que l'agriculture du Sud, c'est comme le Nord. L'agriculture du Sud, c'est comme un grand malade. Si on s'en occupe comme il faut, il va vivre mieux que nous. Mais si on fait une erreur toute petite, tout passe à côté. C'est ça le défaut. Donc il ne faut pas aller à la légère au sud. Et deuxième point qui est très important, celui qui ne maîtrise pas la fertilisation du sable, parce que ce n'est pas de la terre là-bas. Oui. C'est un sol très sableux et il est difficile à le gérer, particulièrement du point de vue rétention d'eau et matière fertilisante. Donc il faut qu'on se comporte, c'est-à-dire la culture doit se comporter comme une culture hydroponique. Celui qui ne maîtrise pas ces deux facteurs-là, avec la température qui monte jusqu'à 50 degrés ou plus, eh ben, il faut faire très attention. Mais c'est démontré, les agriculteurs ont démontré qu'ils peuvent produire sans aucun problème, avec un peu de rigueur. Alors, mais déjà qu'on n'arrive pas à maîtriser vraiment l'itinéraire technique chez tout le monde, tous les agriculteurs, je vous vois hocher de la tête, Monsieur Bounali, on en a déjà parlé sur ce plateau, on a parlé de formation, déjà, il est important aujourd'hui de former les agriculteurs pour qu'il y ait le respect de cette technicité. Non, mais c'est tout à fait d'accord, sauf que au sud, c'est une technicité très évoluée et c'est tout le monde qui veut miser sur le sud. Je connais un bout et je salue aussi nos valeureux agriculteurs qui sont au sud, même ceux qui sont au nord, parce qu'au sud, ils donnent beaucoup d'efforts pour nous produire cette belle céréale qui est le blé dur. Et ça coûte vraiment cher. Et pour eux, il doit y aller sur un maximum de rendement. Et pour ça, le minimum rendement au sud, c'est 45-50. Voilà. Sinon, il ne s'en sort pas. Et on doit valoriser cette eau, tel que dit M. Mouhouch. Mais si on voit certains agriculteurs qu'on connaît assez bien, ils font des rendements de 90 jusqu'à 100. Parce qu'ils respectent l'itinéraire technique, parce qu'ils ont acquis une bonne technicité. Et tel qu'il a dit, c'est vrai qu'on doit valoriser les intrants, mais les intrants à côté, il faut qu'ils aillent directement intrants haut, il faut savoir les placer, il faut savoir les diluer pour qu'il n'y ait pas une grande sinon ils vont être absorbés pour le sol et là on ne sera pas gagnant. Il faut donner ce qu'il faut. Maintenant la technicité elle existe, nos agriculteurs
sont devenus tous des ingénieurs. Et ce qui va se faire demain, en rencontrant tout le monde de l'agriculture. Surtout, il y a beaucoup qui sont venus du Sud. Je connais un peu les intervenants, oui. Il y a beaucoup de grands investisseurs qui sont venus du Sud et là, ils vont nous ramener leur expérience et on va trouver beaucoup de solutions avec le CREA pour le futur de la céréale en Algérie. C'est ça, il faudrait aussi que la filière s'organise mieux. Davantage. Heureusement. Je sais, je vais vous donner la parole, Monsieur Ben Ali. Aujourd'hui, il est nécessaire que la filière agricole, que les agriculteurs arrivent à s'organiser. Oui, il n'y a pas de doute. Il y a pas de doute. Si la filière n'est pas organisée, tout ce qui n'est pas organisé, ça ne marche pas. Et c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il nous faut plus de rigueur dans l'itinéraire technique. L'itinéraire technique, tous les agriculteurs le connaissent. Mais malheureusement, c'est pas appliqué. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu. On ne peut pas expliquer aujourd'hui tout ça, mais comme vous l'avez dit, il faut la formation de l'agriculteur. Il faut informer. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a maintenant les médias. L'agriculteur doit être aidé, doit être épaulé, parce que seul, il ne peut pas s'en sortir seul. Il faut un soutien de l'agriculteur aujourd'hui. Je salue ce que vous êtes en train de faire. Je suis passé plusieurs fois au plateau pour donner plus d'informations aux agriculteurs. Et c'est merveilleux ce que fait notre presse algérienne. Je leur tire chapeau. Merci. Nous sommes là justement pour essayer de porter cette parole et de trouver les failles justement et essayer de les endiguer pour arriver à cette volonté de produire davantage et d'assurer une sécurité alimentaire dont nous dépendons aujourd'hui. Il faut arriver à produire plus de blé dur, donc c'est notre thématique. L'organisation de la filière, Monsieur Ben Ali. L'organisation de la filière, déjà, si on voit ce que fait le CREA, c'est une extra-organisation. Moi, au conseil interprofessionnel, le conseil interprofessionnel, déjà, c'est une grande organisation de la profession ciblée pour la céréale, même pour les rotations qui viennent rentrer, améliorer un peu les cultures de la céréale. Vous connaissez un bout. Mais la rencontre de demain, c'est un système d'organisation encore meilleur de ce qu'il y a. Moi, au conseil interprofessionnel, quand on a un souci, on se lie directement au ministère de l'Agriculture, on trouve solution dans un système technique interne et on solutionne. Mais avec ce qui va se faire demain, c'est un grand pas qu'on va faire dans le domaine de la filière. Et rassembler les chercheurs, les transformateurs, les céréaliers, les semonciers, tout le monde. Il y a d'autres secteurs qu'il faudrait peut-être associer, les finances, le commerce, les banques. Voilà, c'est ça. Ils sont l'hydraulique, l'industrie. Voilà, c'est tout le monde qui est concerné finalement. Oui, nous avons effectivement rassemblé aussi les gens de la finance. D'ailleurs, il va y avoir même un débat sur le financement agricole, sur les assurances. Le foncier. Le foncier, bien évidemment, ça c'est l'un des sujets prioritaires. Mais si je reviens par exemple à l'assurance, tout à l'heure, M. Mouhouch a dit que l'agriculture était un travail un peu pénible, un peu dur, mais c'est aussi un travail à risque. C'est-à-dire que parmi tous les métiers, je pense, que nous connaissons aujourd'hui, s'il y a bien un métier à risque, c'est bien l'agriculture, car nous sommes soumis à des facteurs, des aléas, de climat, de disponibilité d'eau, de maladies, et puis l'agriculture, c'est une horloge biologique. Donc il faut respecter. Il y a un temps pour les préparations des sols. Au bon moment aussi, le temps doit être bien choisi. Il y a un temps pour tout. Si on parle d'itinéraire technique, si on ne respecte pas le temps imposé par la nature, on ne pourra pas réussir. Donc, est-ce qu'on pense à financer, par exemple, des fermes céréalières modernes qui utilisent toutes les techniques? Est-ce qu'il faudrait aller vers ça? Ça se fait déjà. Oui, non, mais davantage. Il faut améliorer un peu ce qui est en train de dire. Alors, l'événement de demain, en fait, on ne va pas au CREA. Notre objectif, après l'événement de demain, ça sera de créer un pôle de compétitivité agroalimentaire. Ça veut dire que demain, nous allons nous réunir en une seule journée, rassembler tous les acteurs et sortir avec des propositions. Mais l'idée, c'est de créer un pôle de compétitivité qui va être opérationnel
quotidiennement et dans le temps et fixer des objectifs justement de comment produire mieux et plus, tout en intégrant les mêmes acteurs qui vont se réunir demain. Donc il ne suffit pas effectivement de se réunir en une seule journée, ressortir avec des propositions. Il y aura une continuité. Nous n'allons pas nous arrêter là. L'aventure est encore... Il y a une grande aventure qui nous attend. Nous n'allons pas aussi nous attaquer uniquement qu'au blé dur. Nous allons nous attaquer à d'autres filières stratégiques, petit à petit. Donc c'est la feuille de route que nous nous sommes fixés. Et nous y arriverons, Inch'Allah. Inch'Allah, nous arrivons un peu au terme de cette émission. Un tour de table pour finir. Professeur Mohouch, c'est important aujourd'hui de miser sur l'approche scientifique. La recherche, il faudrait peut-être qu'elle ait un peu plus de financement, qu'elle ait accès à un peu plus de financement pour pouvoir jouer son rôle. Exactement, sauf qu'il faut cibler... semences, de qualité de semences aussi. Sauf que la recherche, actuellement, on a fait beaucoup de recherches dans ce domaine-là, dans tous les domaines d'ailleurs, mais il faut maintenant cibler les choses les plus importantes. Parce que le fait, ce qui se fait pour les céréales est très important. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Il y va de notre avenir, c'est la souveraineté nationale. Un peuple qui ne se suffit pas à lui-même pour manger, il est toujours en danger. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis 3 années avec le Covid. Donc il faut se préparer pour le futur parce qu'il y aura peut-être, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a d'autres problèmes pires que ça, les gens vont mourir de faim. Il faut avoir une vision sur le long terme aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. C'est obligatoire. Monsieur Ben Ali. Moi, je dirais que je suis content aujourd'hui de voir le CREA faire cette initiative qui s'inscrit directement dans le focal que nous voulons et aussi le focal de notre gouvernance qui est le président de la République. Nous espérons beaucoup. Nous espérons beaucoup de la journée de demain et aussi nous tendons notre main à tout, au CREA d'abord et à tous ceux qui veulent développer cette culture hyper stratégique pour notre nation. Nous sommes là pour produire et pour satisfaire le besoin national et pour travailler pour l'intérêt national aussi. Monsieur Baha, pour terminer, je rappelle que demain, le CREA organise un forum sur la sécurité alimentaire en blé dur où plusieurs thématiques sont retenues. On en a parlé depuis tout à l'heure. Le dernier mot pour clore? Donc, vous savez, moi je suis optimiste. Et qui dit optimiste dit courage, dit action, dit résultat, travail effectivement. Donc cette journée vient comme un renforcement, on va dire, de la volonté du gouvernement, des pouvoirs publics et du président de la République, suite d'ailleurs au dernier événement qui s'est déroulé sur les assises de l'agriculture. Il y a un grand chantier. Nous n'allons pas nous arrêter là. La numérisation, on n'en a pas parlé, l'accès à l'information, les chiffres aussi, ça aide. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons débattre, effectivement. Oui. Inch'Allah, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci. Merci.